Bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre votre émission Point de vue en ce dimanche 13 décembre 2020. La campagne de commercialisation de l'arachide bat son plein avec une situation au départ assez compliquée pour les huiliers qui font face à une rude concurrence dans les opérations de collecte des graines. Nous allons parler un peu de cette situation avec ceux qui sont au cœur de cette campagne, c'est-à-dire les paysans, avec une structure connue comme organisation dédiée, les forces paysannes représentées ici par son président Aliou Dia, que nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Bonjour, notre invité est aussi membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, M. Nying. Je vous remercie de m'avoir invité, ce qui me permettra certainement de pouvoir échanger avec vous, d'abord sur la campagne de commercialisation, mais sur la situation économique et sociale du Sénégal. Bien. Je profite de l'occasion pour saluer donc les téléspectatrices et téléspectateurs du Sénégal, notamment les paysans, pasteurs et pêcheurs. Parfait. Alors, Aliou Dia, vous êtes donc à la tête d'une structure connue, l'organisation paysanne, présente donc certainement sur le terrain des opérations. Alors, comment se présente justement la campagne actuellement, au moment où nous parlons? Je vous remercie beaucoup. Nous devons rendre grâce au Tout-Puissant de nous avoir gratifié cette année de très fortes pluies, très bien réparties dans le temps et dans l'espace, nous permettant d'avoir réalisé un hivernage très important. On avait deux défis. Le premier, c'était le défi de la production. Le second, c'était le défi également de la commercialisation. Okay. La production est réglée. Est déjà gagné. C'est la production et c'était l'essentiel. Si on n'avait pas une bonne production, on ne parlait pas aujourd'hui de commercialisation. 1 800 000 tonnes. Si aujourd'hui, les estimations prouve que nous avons réalisé 1 800 000 tonnes, et ce qui est un grand record. Parce qu'en 2018, et on comparait cet hivernage à celui de 2018 où on avait 1 600 000 tonnes, on peut dire qu'en fait, ça fait partie des meilleurs records qu'on a eu dans la production arachidière. Et en fait, la commercialisation, donc, effectivement, doit faire l'objet de débats. Ça doit faire l'objet effectivement d'analyse, ça doit faire l'objet effectivement d'échanges entre les différents acteurs. Oui. La situation aujourd'hui, on est presque à 2 ou 3 semaines de commercialisation. Et si l'on voit maintenant ce qui est collecté au niveau d'abord des huileries, notamment au niveau de la Sonacos, qui a dépassé déjà les 3000, et que les marchés hebdomadaires également prouvent que au niveau d'abord des loumans, au niveau effectivement des marchés, au niveau des départements, alors la commercialisation se déroule bien. Bien. Cependant, il y a effectivement des contestations de part et d'autre, c'est-à-dire au niveau des huileries, alors qu'ils dénoncent l'arrivée d'étrangers, et les étrangers qui disent qu'en fait, pour le moment, ils n'ont pas encore eu l'autorisation de démarrer. Et pour cela, je crois que l'autorité va réguler. Et sur ça, nous pensons... Nous allons y revenir. D'ailleurs, il y a un ensemble de mesures prises par le président de la République en Conseil des ministres. Nous allons les apprécier. Mais arrêtons-nous un peu sur la situation. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, les responsables de la Sonacos ont alerté sur un peu le déroulement des opérations. Mais quelle est la responsabilité justement des paysans, des producteurs dans cette situation-là? Eh bien, la situation aujourd'hui, elle est bonne. Parce que en termes de commercialisation, il faut dire que c'est un problème d'intérêt. Il y a l'intérêt d'abord des producteurs, l'intérêt effectivement des huileries, mais l'intérêt des exportateurs. Des autres, oui. Cependant, l'intérêt général doit primer, et l'intérêt général, c'est de sauvegarder la filière arachidière. Parce que si cette filière est menacée, si cette filière est malmenée, cela veut dire que dans l'avenir, on ne trouvera plus d'exportateurs, on ne trouvera plus également d'industrie s'occupant effectivement de la filière, et il va falloir maintenant que l'État prenne ses dispositions. L'État que je félicite, parce que le rôle de l'État, c'est d'abord de créer des conditions de production. Ces conditions ont été créées malgré le Covid. Parce qu'au moment où on parlait de rester chez vous,
les paysans avaient pensé devoir aller au champ. Et le gouvernement avait bien compris cela. Et savait nettement que l'hivernage n'attend pas et l'hivernage ne dépendra pas également du Covid. Le gouvernement avait pris toutes les dispositions en mettant à la disposition à temps des producteurs, des semences, des intrants, du matériel agricole subventionné. Je félicite le ministère de l'Agriculture, je félicite également l'État. Mais l'administration territoriale, avec les organisations paysannes, les jeunes et les femmes, s'était occupée effectivement de la distribution de manière objective de ce que l'État mettait à ses producteurs pour une bonne production. Dieu merci, on a eu ce que nous avons eu cette année. Maintenant, s'il s'agit maintenant effectivement de la commercialisation, il y a le fait que si l'on part de 2000 à 2010, on avait des problèmes de commercialisation, il y avait des méventes. Oui. Les paysans faisaient l'objet effectivement de bons impayés et c'était vraiment un grand problème. Mais en 2010, le Sénégal avait signé effectivement des conventions, surtout avec la Chine, pour regagner le marché international, leur permettant de d'écouler leur surplus. C'est ça. Donc de 2000 à 2010, c'était des problèmes de mévente. Mais maintenant, de 2010 à nos jours, quand les Chinois sont venus, surtout, nous avons constaté que donc, nos industries sont très malmenées. Les industries ne parviennent plus à avoir les graines qu'il faut. C'est en ce moment que l'État intervient maintenant pour effectivement réguler. Donc, la Sonacos, comme vous le savez, qui est notre fleuron, qui est notre industrie nationale, doit faire l'objet de protection et de l'État et des producteurs. C'est ça. Parce que la Sonacos appartient aux producteurs. Le bénéfice qui est tiré de la Sonacos des producteurs ne va pas dans les caisses de l'État. Ouais, ça, l'État l'a compris. Mais le problème maintenant, c'est les producteurs qui, aujourd'hui, essaient de vendre au plus offrant, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que pour les producteurs, il faut prendre les grands producteurs, comme on dit, et le producteur moyen. Le producteur moyen qui, pendant la récolte, se retrouve avec 5 quintaux, maximum 1 tonne, celui-là peut spéculer parce qu'il gagne peu. Maintenant, les gros producteurs qui, même pendant la cession des semences, disposent même de quotas de gros producteurs, doivent être les premiers. C'est eux qui doivent respecter les prix fixés. Tout à fait, fixés, et savoir que la filière arachidière, ce n'est pas une filière de spéculation, mais c'est une filière stratégique. L'arachide est la principale culture de rente du Sénégal. Il va falloir maintenant sauvegarder cette filière. Et pour cela, les gros producteurs doivent d'abord être conscients qu'on ne doit pas tout simplement profiter du prix important que donne l'exportateur, mais il faudrait penser que notre outil national, notre industrie nationale doit être bien protégée. Et pour cela, le prix qui est plafonné, le prix indiqué officiel par l'État, en fait, doit être respecté et surtout faire de sorte que, d'abord, qu'on sauvegarde nos semences. Il faudrait que le problème des semences soit réglé, mais également que le problème des industries. Les industries, non seulement font de sorte que la filière sera encore en bonne santé, mais ça permettra à des Sénégalais, qu'ils soient des permanents ou bien des saisonniers, de pouvoir travailler. Et c'est de cela que l'on doit travailler. Et je crois que beaucoup de producteurs l'ont compris. Donc, il va falloir faire de sorte que les industries fonctionnent, que la semence soit achetée, que l'on permette maintenant, effectivement, à l'exportation. Et pourtant, le prix homologué a été bien apprécié. Semble-t-il, c'est une première. Pourquoi alors les gros producteurs, comme vous dites, voilà, ont ce problème-là? Vous avez parfaitement raison. Au niveau du saignant, on ne se réveille pas tout simplement pour proclamer un prix. Il y a des paramètres qui sont effectivement respectés et on tient compte effectivement de beaucoup de facteurs. Quand les 250 francs avaient été demandés au début par des producteurs, le saignant avait jugé utile de réfléchir si on achète à 250 francs, les huiliers peuvent suivre. Il n'y avait pas de doute que même si on avait fixé à 300 francs, les exportateurs allaient proposer plus. Maintenant, avec les 250 francs, si vous prenez par exemple la Sonacos, la Sonacos, sa mission principale, ce n'est pas de commercialiser des graines, c'est de faire des triturations. C'est ça. Et pour cela, pour avoir 1 litre, il leur faut 3,5 kg. Et pour cela, ça va dépasser les 1050 francs. Quel est le Sénégalais qui, demain,
pourra acheter effectivement le litre après le prix de revient de la Sonacos. C'est ça. Ça va poser des problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Ceux qui font courir derrière les plus offrants, moi je peux respecter effectivement que l'avis effectivement du petit producteur, comme je l'ai dit. C'est ça. Mais le gros producteur doit lui penser... Il a une responsabilité. Il a une responsabilité. Il n'appartient pas à l'État de commercialiser. Mais si l'État constate qu'en fait, si on laisse faire, les industries seront malmenées. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une déflation effectivement des travailleurs. Et les saisonniers, comme les permanents, seront tous renvoyés demain. Nos industries vont fermer. Quel est l'avenir maintenant d'abord de l'économie rurale? Ça, on ne le souhaite pas. Maintenant, vous êtes dans la dynamique de sauvegarde de notre fleuron, la Sonacos et des autres huiliers utiles à notre économie. Est-ce que vous êtes en train, en tant qu'organisation paysanne, de faire comprendre un peu cette importance aux autres structures ou aux autres producteurs qui sont en train de... Nous avons commencé la sensibilisation avant que l'on ouvre d'abord la campagne. Oui. Et nous continuerons effectivement à sensibiliser pour faire comprendre. Et beaucoup d'ailleurs, heureusement, l'ont compris dans le monde rural. Parce que les Chinois, il ne faudrait pas qu'on pense que les Chinois sont partout dans le Sénégal. On les retrouve presque dans 6 régions. Si vous faites la région de Diourbel, parce qu'il y a Touba, la région de Fatick, la région de Kaolack, la région effectivement de Tambacounda, Kolda et Ziguinchor, vous ne trouverez nulle part de Chinois. Dans la région de Louga, actuellement, les gens me disent que oui, c'est parce que la densité n'est pas forte. Non, ce n'est pas le cas. C'est parce que dans beaucoup de ces régions, on ne trouve pas de Chinois. Donc on les trouve généralement dans le bassin arachidier. Dans le bassin arachidier, au vrai sens du terme. Mais dans d'autres régions où, effectivement, on fait de la culture arachidière, les gens vendent au niveau des points de collecte. Vous allez à Louga aujourd'hui, vous trouvez des attentes de plus de 50 camions au niveau de l'usine. Oui. Et vous allez également à Kaolack, vous en trouvez. Cependant, il faudrait effectivement qu'on sensibilise pour comprendre que vous disposez d'une poule. Vous allez vous trouver des clients pour vendre vos œufs. Si vous ne faites pas attention, vous n'aurez pas dans quelques années des poussins. Et qu'est-ce qui va se passer? Si votre poule vieillit, vous risquez de vous retrouver sans œufs et sans poussins et sans poules. Et je crois qu'il est important effectivement qu'on le sache. C'est pourquoi nous faisons un travail de sensibilisation. Pour dire qu'en fait le prix homologué 250 francs était un bon prix. Mais il ne faudrait pas qu'on spécule pour pouvoir gagner plus. Gagner plus et dans 3 mois, 4 mois, vous attendez que l'État vous offre des semences. D'où viendront ces semences? Parce que vos graines sont déjà exportées et c'est les meilleures des graines. Et vous allez vous retrouver effectivement avec les très mauvaises graines et avec un effort important de l'État qui, par exemple, à la vente, vous avez revendu à 160 francs le kilogramme. L'État va acheter ce kilogramme de 160 qui vous avait vendu à 250 francs. Je crois que ces efforts doivent être récompensés. Il faudrait maintenant que les producteurs le comprennent et beaucoup l'ont compris. Et avec d'autres organisations paysannes comme le MSD, nous faisons le tour effectivement du Sénégal et beaucoup l'ont compris au niveau des points de collecte. Certainement, ça démarre. Et si vous faites attention, si vous êtes sur le terrain, il y a 3 jours, les prix qui avaient été annoncés commencent à chuter. Très bien. On a aussi parlé dans les débats et commentaires sur cette situation-là de la qualité des graines. Est-ce que effectivement vous avez constaté qu'elle n'était pas vraiment ça, non? Ça, je crois dans certaines zones, en tout cas. Je crois qu'il faut relativiser. On a eu un hivernage très pluvieux cette année. On a eu une bonne production. Et je crois que nous parler de mauvaise qualité, moi je ne le crois pas. La densité peut varier, effectivement, comme vous le dites, de part et d'autre. Dans certaines régions, par exemple, à Louga, c'est la 55. Vous allez, par exemple, au centre vers Fatick et Kaolack, c'est la 73. Vous allez également ailleurs où il y a la qualité 69. Et je crois que là, effectivement, il y a des problèmes de densité, mais il n'y a pas de mauvaise qualité. Très bien. Alors, maintenant, l'État, le président de la République, en Conseil des ministres, a annoncé des mesures assez importantes, comme l'application effective de la surtaxe à l'exportation pour maintenir les objectifs de collecte et de trituration de la Sonacos. On parlait tout à l'heure de ça, la Sonacos et bien sûr des autres huiliers. Comment appréciez-vous cette mesure? Est-ce que ça peut constituer effectivement une solution face à la problématique? Je félicite l'État sénégalais. Je félicite également le président de la République qui a compris la situation. En Conseil des ministres,
qu'est-ce que le président de la République a dit? Et si vous le suivez dans le communiqué, il dit que la campagne de commercialisation est une période essentielle et sensible. Et sensible dans notre pays. Et ça constitue également une attention particulière de l'État parce que l'agriculture joue un rôle important dans l'économie nationale et dans nos sociétés. Oui. Et pour cela, donc, si on part dans ces États, à savoir que d'abord, il y a une forte agression, effectivement, des exportateurs, il faut que l'État protège d'abord le fleuron comme la Sonacos, mais d'autres industries également comme Copéol et Bao. Mais il va falloir que l'État veille à ce que également ces semences soient effectivement achetées. Ouais. Et pour cela, il faut des mesures. Les mesures proposées par l'État d'abord. Pour l'exportation, on a parlé d'une taxe de 30 francs. Nous avons même jugé très petite cette taxe. On avait proposé 40 francs, c'est-à-dire maintenir la taxe qui avait été suspendue. Mais certainement, nous n'avons pas connu les mécanismes qui ont été utilisés pour arrêter à 30 francs. Il faut que cette taxe soit respectée et soit élevée, mais il ne faudrait pas effectivement qu'on ouvre à la fois la campagne de commercialisation en permettant aux huiliers d'acheter en même temps que les exportateurs. Certains pensent même qu'il faudrait ouvrir avant la fin du mois de décembre l'exportation. Nous ne sommes pas de cet avis. Oui. Avant que l'on ouvre l'exportation, il faudrait d'abord qu'on soit rassuré que les huiliers ont déjà eu ce qu'il leur faut, l'essentiel de ce qu'il leur faut. Il faudrait également que les semences soient sauvegardées. Le surplus maintenant doit faire l'objet d'exportation. Parce qu'on ne peut pas effectivement nous enfermer dans nos marchés. Il faut qu'on s'ouvre aux marchés internationaux. Mais avant que l'on s'ouvre, il faudrait que l'on soit maintenant sur des bases sûres. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec l'État, que l'on protège le fleuron, Sonacos. Il faudrait effectivement que l'on règle le problème des semences. Cependant, on ouvre maintenant des brèches nous permettant de pouvoir faire une exportation. L'année dernière, dès le mois de janvier, l'exportation avait déjà atteint 500 000 tonnes. Et l'État a dit désormais, il faudrait arrêter. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on attende le mois d'avril. On risque effectivement de dépasser les 600 000 tonnes qu'il devrait même prendre. C'était une bonne mesure. Donc les mesures prises également par l'État doivent être suivies. Heureusement qu'on a une bonne administration territoriale. Ouais. Et l'État a déjà donné des instructions. Absolument. Et je crois que ces instructions seront appliquées à la lettre. Et les producteurs également vont suivre. Et ça nous permettra effectivement de pouvoir fournir ce qu'il faut à nos industries, mais régler le problème également de nos semences. Et de ce fait, il n'y aura pas effectivement de mévente. Et il faudrait savoir, je fais un rappel. En 2005, on avait vu des exportateurs qui avaient acheté beaucoup de graines et qui l'avaient stocké quelque part. Quand le gouvernement s'en est rendu compte, l'État avait pris des mesures draconiennes leur permettant même de pouvoir saisir ces stocks pour qu'on les évacue au niveau des usines. Et ça, c'est important parce que l'État ne subventionne pas pour rien. Subventionner des semences, des intrants et du matériel agricole et maintenant, pendant la production, permettre à des exportateurs de partir avec les meilleures graines et nous rester maintenant avec vraiment des graines de qualité douteuse. Je crois que vraiment ce n'est pas bon. En tout cas, des patriotisme nous permettant de pouvoir effectivement bénéficier de la production que nous avons eue cette année pour effectivement régler définitivement le problème de la filière arachidière. En tout cas, des instructions sont données, comme je l'ai dit, pour un suivi permanent de ces opérations de collecte et effectivement maintenir, sauvegarder ce fleuron de notre économie qui est la Sonacos. Maintenant, la Sonacos aussi a un rôle à jouer. Il ne s'agit pas de dire à l'État de mettre en place les conditions. Il ne s'agit pas de dire aux producteurs, voilà, ne vendez pas au plus offrant, mais aussi, il faut que la Sonacos, je pense, revoie sa stratégie. Tout à fait. Et Dieu merci, le directeur général que je salue au passage, le ministre Fada Diagne, a bien compris cela. Il faudrait que la Sonacos change de stratégie, d'abord de communication, mais d'approche. Je crois que dans l'avenir, le problème de la contractualisation qu'on avait commencé en 2008 doit être vraiment revu. On ne peut pas tout simplement continuer à attendre, comme l'a voulu le carreau usine, attendre à l'usine que le producteur vienne.
Le producteur, quand il trouve un prix plus offrant ailleurs, il va vendre. Alors, il va vendre. Mais si vous, d'ailleurs, vous commencez d'abord une contractualisation, vous allez fidéliser vos clients et vous rassurer que vous aurez effectivement le produit. La contractualisation, c'est quoi? C'est aller discuter avec le producteur avant la campagne agricole. Ouais. Alors, il va exprimer ses besoins en intrants, en semences. Et vous lui donnez ses intrants et ses semences et sans intérêt. Oui. Et maintenant, pendant la production, il va vous payer d'abord ce qu'il avait contracté comme dette et vous vendre le reste de sa production. Ok. Ça arrange et le producteur et l'industrie. Et je crois que cela mérite d'être encore repensé et c'est important. Très bien. La Sonacos également doit être beaucoup plus proche des producteurs. Parce que quand la Sonacos traite directement avec les producteurs, mais l'intermédiaire n'aura plus de place. Et je crois qu'il est important aujourd'hui, comme l'a commencé la Sonacos, qui a aujourd'hui commencé à avoir une bonne situation, financière. Une bonne santé financière, parce que le problème d'antan, c'était des problèmes de financement. Mais depuis 2 ans, c'est réglé. C'est réglé. Et qu'est-ce qui reste maintenant? C'est de disposer du produit. Et ce qu'il faut faire, donc effectivement, c'est de changer d'approche et de stratégie. Et le directeur l'a bien compris. Et l'État également a bien soutenu et appuyé la Sonacos. Et là, nous avons compris donc qu'en fait, la filière est aujourd'hui vraiment à l'œil de l'État, des producteurs et de la Sonacos. Il ne faudrait pas donc que l'élément étranger vienne perturber ou bien vienne aujourd'hui poser des problèmes à la filière. Très bien. L'essentiel, ce n'est pas tout simplement de faire tourner nos industries, mais il faudrait que le producteur s'y retrouve et pour cela, l'exportation doit être mieux organisée et réglementée. D'accord. Alors, on a parlé de la Sonacos, mais il y a aussi des pistes de solutions à étudier pour vraiment que ces problèmes soient derrière nous et de façon, bon, peut-être pas définitive, mais en tout cas que la situation soit plus reluisante pour cette campagne, parce qu'on connaît souvent des difficultés. Pour vous, en tant qu'organisation paysanne, quelle doit être la solution vraiment à ces problèmes-là? D'abord, c'est que chacun joue son rôle. On veut faire jouer même à l'État un rôle qui n'est pas le sien. L'État n'a pas pour rôle de commercialiser. L'État organise et crée des conditions de production. Maintenant, s'agissant maintenant de la commercialisation, ça appartient aux différents acteurs. Et pour cela, on avait eu des problèmes quand il y avait les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Oui. On disait qu'on est mal géré dans ces chambres. Dieu merci, cette année, l'État a accepté de créer ces chambres d'agriculture et il y aura donc une chambre nationale et des chambres régionales. Ça peut être une solution. Ça permettra de recenser et les producteurs, les différents acteurs, qui fait quoi, où il le fait et comment le faire et avec quoi. Ça nous permettra de gérer de manière directe et de manière concrète le problème des producteurs, le problème des filières. Et dans ce cas, l'État maintenant servira effectivement de régulateur. Très bien. Et ça nous permettra effectivement de trouver une solution. Je crois que si les chambres fonctionnent, on aura effectivement des coopératives. Oui, on a parlé effectivement de... Le président de la République, vous savez, dans sa tournée économique, effectivement, avait parlé de coopératives et était parti même voir des emblavures de coopératives. Oui. Et c'est important. Si on organise ces coopératives au niveau des villages, au niveau des communes, au niveau des départements et des régions, et que ces coopératives également seront gérées par les chambres d'agriculture, certainement, on saura qui est qui fait quoi, et ça nous permettra effectivement de pouvoir à temps indiquer des pistes et trouver des solutions définitives, et pour l'agriculture et surtout pour la commercialisation. D'accord. Alors, c'est vrai, l'arachide, c'est la principale culture de rente. Hein. C'est pourquoi parfois même, elle fait oublier les autres spéculations. On n'a pas quand même eu une bonne pluviométrie voilà, pour rien. Qu'est-ce qu'on peut retenir des autres spéculations? Eh bien, je voudrais tout simplement signaler qu'il n'y avait pas que l'arachide comme culture de rente, il y avait le coton. Mais vous avez vu le coton, ce qui a connu aujourd'hui un mauvais sort. Pratiquement, on n'en parle plus.
c'est parce que bon, les producteurs ont presque tourné le dos au coton. Faisons de sorte que maintenant l'arachide, qui est cultivé dans les 15 000 villages du Sénégal et qui a un impact économique important dans tous les pays, que vraiment cette filière soit protégée. La campagne de commercialisation vient de démarrer. Oui. Il n'y a pas encore eu de problème. Il faudrait qu'on communique bien, il faudrait qu'on aille sur le terrain, il faudrait qu'on conscientise effectivement les producteurs et ils ont bien compris parce que les organisations paysannes ont joué leur rôle et je crois qu'on parviendra certainement dans 2 mois, 3 mois à régler le problème des usines, le problème également des semences et permettre à ceux qui doivent être exportés que ça soit exporté. Cependant, maintenant, effectivement, comme vous le dites, on semble marginaliser les autres filières. Et les céréales sont importantes. Absolument. Quand on avait effectivement pensé devoir réaliser cette année au moins 1 400 000 tonnes, on avait également un objectif de réalisation de 4 millions de tonnes, de 3 millions de tonnes de céréales. Parce que le Sénégal a besoin de 4 millions de tonnes de céréales pour avoir l'autosuffisance. Dieu merci, on est aujourd'hui, selon les analystes, à 3 800 000 tonnes. Ce qui veut dire que ça gap. Dans ces céréales-là, on peut intégrer quoi? C'est tout le riz. Le riz, le mil. Le mil, le sorgho. Le sorgho. Etc. Le maïs, oui. Le maïs. Et nous avons eu vraiment de très bonnes productions cette année, surtout en termes de riz et en termes de maïs. Bien que dans certaines poches du Sénégal, avec les inondations, on pense avoir des difficultés un peu dans certaines rizières. Mais je crois qu'en fait, en termes de céréales, on a fait une bonne production. Si on attendait 3 millions, on a eu 3 800 000 et notre besoin c'est 4 millions. Vous savez que c'est le pluvial qui est réglé. Mais effectivement, avec les contre-saisons, on parviendra effectivement à faire une production nous permettant de ne pas avoir besoin vraiment de l'extérieur. Et je crois que c'est important parce que la diversification fait vivre également notre agriculture. Et puis le contexte est important au moment où le gouvernement du président Macky Sall est dans une dynamique de relance. Il compte beaucoup, en tout cas, sur ces céréales-là pour la sécurité même alimentaire de notre pays. En période de Covid, c'est important. C'est pourquoi quand l'État a mis le paquet cette année pour booster l'agriculture, d'abord l'État a presque ajouté plus de 20 milliards sur le budget qui était 40 milliards. Absolument. Alors, en termes d'engrais, le Sénégal donnait 100 000 tonnes. Cette année, c'est 150 000 tonnes d'engrais qui ont été donnés, avec des possibilités de pouvoir en trouver au niveau des privés et qui avaient eu des possibilités effectivement d'appui. Et je crois donc qu'en fait, avec le riz, les semences étaient gratuites et plus de 8 000 tonnes avaient été données. Et c'est important qu'on fasse effectivement davantage pour les autres. En termes également de matériel agricole, je crois qu'ils ont été bien servis, de sorte que cette année, alors le travail n'a pas été très difficile pour les producteurs. S'agissant également du maïs, on a eu une belle production parce qu'on avait de très bonnes semences. Et l'État avait même adopté une autre stratégie, à savoir qu'il y avait également un programme d'atténuation qu'on pensait toujours, surtout si l'hivernage était un peu menacé, en donnant la possibilité de faire beaucoup de manioc, des pastèques. Vous vous rendez compte aujourd'hui, il y en a beaucoup. Si vous circulez à Dakar, il y en a beaucoup dans ce pays. Donc là également, on a beaucoup diversifié. Et au niveau des céréales également, dans toutes les régions du Sénégal, cette année, on a eu de belles productions. Ce qui veut dire que donc on n'a pas marginalisé comme on l'a toujours pensé. Mais l'arachide a eu effectivement, comme vous le savez, a eu de baraka. Et dès qu'on parle de commercialisation, on ne pense qu'à l'arachide. Alors qu'il y a les autres. Alors qu'il y a les autres. Et l'État, effectivement, a mis les moyens qu'il faut. Et les producteurs, nous devons le féliciter, également ont beaucoup travaillé. Donc nous sommes dans les conditions de permettre à l'agriculture de jouer son rôle, qui est de tirer la croissance, parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'État compte beaucoup sur l'agriculture pour permettre à la croissance de repartir. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons encore eu de l'espoir. Parce que d'abord, avec l'impact du Covid, vous avez vu que le Sénégal a chuté jusqu'à 0,1%. Et grâce à l'agriculture, on ne va pas connaître de récession. Grâce à l'agriculture également, on va faire la relance. Grâce à l'agriculture également, les emplois seront encore recréés. Parce que les jeunes, les femmes s'investissent maintenant dans l'agriculture
Et l'État a ouvert effectivement des possibilités leur permettant de pouvoir aller dans l'agriculture, de pouvoir faire carrière dans l'agriculture. Et je crois que l'État ne s'est pas trompé pour dire qu'encore pour qu'il y ait relance, il faudrait qu'on mette ce qu'il faut dans l'agriculture. Et il faudrait également encadrer et les jeunes et les femmes. Parce qu'il ne s'agit pas de produire. Mais si pour que notre agriculture soit effectivement durable et compétitive, il faudrait qu'on arrive à la transformation qu'il faut. Absolument. Faire la transformation aussi, c'est préparer la distribution. Les jeunes ont vraiment la capacité de faire la transformation qu'il faut s'ils disposent de moyens et d'encadrement qu'il faut. Pour la distribution, on a des femmes très braves qui nous permettront effectivement, avec la transformation qu'il faut, de faire la distribution. Donc, on a les producteurs, on peut avoir des transformateurs, on peut avoir des distributeurs. Et tant que l'agriculture occupe cette place, l'économie sénégalaise peut être en bonne santé. Et le président, donc, ne s'est pas trompé. Et on le félicite parce qu'il a pris toutes les dispositions nous permettant de pouvoir arriver à cela. Les organisations paysannes vont jouer leur partition. Ça, c'est une évidence. Oui. C'est que le problème, c'est que nous, organisations paysannes, comme vous le savez, à un moment donné, on avait même un ministre délégué qui s'occupait de la syndicalisation paysanne. Mais les organisations, en fait, aujourd'hui, jouent leur rôle au niveau du monde rural, jouent leur rôle auprès, effectivement, des producteurs, mais il va falloir maintenant que l'État les considère comme un acteur sérieux, comme des acteurs sérieux, avec tout ce qu'il faut comme échange, et tenir compte, effectivement, et de leurs propositions, et des solutions qu'ils préconisent. Mais vous êtes représenté dans les filières, enfin, dans les structures dédiées, non? Vous êtes au Sénat? Au Sénat, on est là-bas. Oui. Mais le Sénat, ce n'est pas une structure d'État. On est également dans le comité de suivi des campagnes. Généralement, j'assure le poste même de porte-parole. Donc, on est des acteurs et on a eu également la considération qu'il faut vraiment au niveau du ministère de l'Agriculture. Les dialogues existent, quoi. Le ministre, les dialogues existent. Cependant, l'appui qu'il faut, leur doter d'abord de sièges, de moyens, leur permettant de faire le travail de base qu'il faut, le travail de terrain qu'il faut, c'est là que j'interpelle l'État pour leur permettre effectivement, parce que ce qu'on fait avec les centrales syndicales, mais il faut le faire avec les organisations paysannes. Ça leur permettra de mieux jouer leur rôle, de pouvoir effectivement... Parce que vous avez aussi des doléances, quoi. Ah, tout à fait. Je crois que ça va dans une bonne oreille. Et je sais que le président de la République suit. Et il tient compte effectivement de l'importance de ces organisations paysannes. Parce que même dans certaines structures, le président de la République a pensé devoir même y mettre des représentants d'organisations paysannes, surtout au Conseil économique, social, environnemental et au Conseil, et ça c'est important. Cependant, maintenant, il faut penser également à les mettre au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on le faisait d'antan avec la synthèse. Oui. Mais vous êtes déjà au Conseil des collectivités territoriales, membre de cette institution. Ce n'est pas rien, c'est déjà bien. C'est important. Alors, on va vous entendre sous cette casquette. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau de cette institution, dont le financement des collectivités territoriales, on en parle beaucoup. Quelles sont ici l'importance des avis que vous donnez dans les décisions prises par le gouvernement? Je me réjouis d'abord de la création du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le peuple sénégalais est représenté au niveau de l'Assemblée nationale. Dieu merci, moi j'ai fait 3 mandats au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le peuple se fait représenter pour l'expression de ses aspirations au niveau de l'Assemblée nationale. Mais les élus n'avaient pas de sphère d'expression. Et le président de la République a jugé utile de trouver effectivement une institution permettant à ces élus de pouvoir effectivement s'exprimer en termes d'avis, ces avis sur lesquels il va se baser pour prendre les bonnes décisions. Et je crois que des décisions émanant de la base, parce que ce sont ces mêmes élus qui vont dire que voilà ce qu'il nous faut. Et je crois que donc le Haut Conseil est venu à son heure. Feu Ousmane Tanor Dieng, que Dieu l'accueille au meilleur des paradis, avait commencé vraiment un bon travail. Mais remplacé par Aminata Mbengue Ndiaye, que je félicite au passage, le Haut Conseil fait aujourd'hui un travail extraordinaire. Je le dis et je suis bien placé, parce qu'après avoir fait 3 mandats à l'Assemblée nationale, quand je vois qu'au niveau du Haut Conseil, on trouve d'anciens ministres, d'anciens députés, des maires, et je crois qu'on ne pouvait pas avoir meilleur que cela.
je peux dire que c'est la crème des intelligences du pays qui est aujourd'hui au niveau du Haut Conseil. Et de très bons avis sont aujourd'hui faits et en direction effectivement de bonnes décisions adressées au président de la République. Et ça a un impact parce que les décisions prises ces temps-ci, c'est veut dire pendant une année, par le président de la République, vous y retrouvez des avis venant du Haut Conseil. Et je crois que donc c'est important et il va falloir maintenant continuer à respecter ces avis. Parce qu'en termes de réalisation au niveau des collectivités territoriales, on se contentait tout simplement des dotations de l'État. Mais des pistes ont été indiquées au niveau du Haut Conseil en termes d'avis, permettant effectivement à ces collectivités de pouvoir survivre, non seulement de dépendre sur la coopération décentralisée, mais créer également d'autres activités au niveau même de ces collectivités, leur permettant de pouvoir travailler. Parce qu'organiser des marchés, ces marchés, tant que ces marchés n'existent pas, le commerce ne va pas encore prospérer au niveau national. Absolument. Faire de sorte qu'effectivement qu'il y ait une fonction publique locale, faire de sorte effectivement qu'il peut avoir des revenus personnels. Et je crois que donc le Haut Conseil actuellement fait un travail important et le président en a tenu compte et la base effectivement s'y retrouve. Très bien. Alors en politique, le président de la République, on l'a entendu, il a clarifié sa démarche qui a abouti à l'ouverture de sa majorité à d'autres forces politiques. Démarche guidée par l'esprit de dialogue, en tout cas, qu'il a toujours prôné. Mais c'est une démarche qui n'est pas souvent comprise. Vous, en tant qu'organisation paysanne, mais aussi quelqu'un qui a de l'expérience dans la politique en général, comment est-ce que vous appréciez cela? Eh bien, vous savez, Omar, que de tradition, le Sénégal est un pays de dialogue. Notre ancien président, Feu Léopold Sédar Senghor, alors disait que le Sénégal est un pays de teranga, le Sénégal est un pays de dialogue. Tant qu'on dialogue au Sénégal, on peut, je touche du bois, ne pas connaître certaines situations que vivent d'autres pays. C'est important donc que chacun d'entre nous attache beaucoup d'importance sur ce dialogue. Le président de la République, comme vous le dites, est sorti d'une bonne école, une école de dialogue. Parce que, étant libéral, sorti de l'école de président Abdoulaye Wade, vous vous rappelez quelquefois des jours difficiles entre le président Diouf et le président Wade, et quelquefois aussi, après des concertations et un dialogue franc, il se retrouve pour l'unité nationale. Et je crois donc que s'il a organisé le dialogue national, et vous y trouvez toutes les forces vives de la nation, les organisations paysannes étaient au niveau du dialogue national. Il y avait beaucoup d'échanges. Aujourd'hui, on a abouti à ce que nous avons vu. Mais il ne faudrait pas qu'on se presse. Il ne faudrait pas également que nous soyons plus royalistes que le roi. Le président qui avait jugé devoir utiliser toutes les compétences au niveau du dialogue national. Si aujourd'hui, les premiers pas qu'il a posés, c'est qu'il faudrait qu'on partage. Absolument. Parce que dialoguer, ce n'est pas tout simplement venir parloter. Mais si on trouve un consensus et qu'on ne partage pas, on ne va pas nulle part. Et je crois donc, moi, il faudrait qu'on l'appuie davantage. Il faudrait également qu'on essaie de comprendre pourquoi cela. Et moi, je suis en phase avec le président de la République, parce que quand même, le Sénégal nous appartient à nous tous. On n'est pas des adversaires, encore moins des ennemis. Nous sommes des hommes politiques. Ces hommes politiques, avec d'autres qui ne font pas de la politique, mais qui travaillent pour l'unité du Sénégal, il faudrait qu'on converge vers vraiment l'avenir. L'avenir également est qu'il faudrait qu'on se retrouve, il faudrait qu'on échange. Et quand on veut ficeler un pacte d'unité, souvent, effectivement, certains ne s'y retrouvent pas. Mais il faut essayer de voir pourquoi je ne m'y retrouve pas et essayer de faire de sorte que, en fait, le Sénégal ne connaisse pas ce que nous avons vu ailleurs. Et il faudrait effectivement que le fil soit effectivement bien respecté, qu'on ne casse pas ce fil de dialogue et qu'on se retrouve. Et je crois donc que le président aujourd'hui doit effectivement communiquer beaucoup plus davantage. C'est ça. Et que les gens essaient effectivement de comprendre, mais éviter ce que je vois aujourd'hui au Sénégal.
Mais il faut voir l'intérêt général et l'intérêt effectivement du peuple sénégalais et éviter que chacun croit qu'en tout cas, en toute chose, il faut éviter que chacun croit que c'est un partage. Effectivement, par partage, vous entendez gestion des responsabilités. Juste, surtout dans des situations pareilles. Pareil, dans des situations difficiles avec le Covid, il faut que les responsabilités soient partagées. Ce n'est pas un partage de gâteau ou bien effectivement des problèmes de sinécure. Mais non, comment gérer le pays, faire de sorte qu'en fait, les bonnes idées soient utilisées pour que économiquement, socialement, que le Sénégal serve d'exemple. D'accord. On parle justement de ce Covid. On voit que maintenant, il y a une sorte de deuxième vague qui est en train de nous guetter. Hein? Comment est-ce que vous appréciez là Comment est-ce que vous appréciez autant pour moi cela et quel est le message que vous avez envie d'adresser aux Sénégalais dans ce contexte assez particulier? Je félicite d'abord tout le peuple sénégalais, le gouvernement en particulier, parce qu'à la première phase, le gouvernement avait vraiment indiqué des mesures, très difficiles d'ailleurs, parce qu'avec le couvre-feu, l'état d'urgence, on avait eu des problèmes économiques. Il y avait même des problèmes sociaux. Mais le peuple sénégalais avait compris pour dire qu'en fait, ce n'est pas pour rien qu'on nous dise de rester chez nous. Ça avait été difficile et l'État avait accompagné tout le monde. Oui. Et ça avait permis d'atténuer effectivement ces difficultés. C'est ce qui avait donné les résultats qui faisait que le Sénégal était même apprécié ailleurs. Le Sénégal était également récompensé. Parce que partout dans le monde, on citait l'exemple du Sénégal. Et on avait la chance d'avoir le professeur Raoul. Et qui, en fait, aujourd'hui, le schéma qu'il avait dressé avec le ministre de la Santé, que je félicite avec les hommes de la Santé, qui ont fait effectivement un travail extraordinaire, on avait géré la première phase. Maintenant, nous venons d'entrer dans une seconde phase. Que Dieu nous accompagne, que Dieu nous préserve. Le message que je lance, c'est que le 2 mars, on n'avait connu que 2 cas importés et ça nous avait amené à un couvre-feu, à l'état d'urgence. Aujourd'hui, on dépasse les 100. Les Sénégalais doivent savoir qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit encore respecter les mesures barrières. C'est ça. Éviter les rassemblements. Je crois que ce n'est pas un problème d'orgueil. Si on dit aujourd'hui qu'on interdit tel gamou, tel magal, les gens vont dire pourquoi. Mais non, les gamous et les magal sont très importants. Mais je crois que la vie humaine est sacrée. Très bien. Si l'État donc indique les mesures barrières, on les avait respectées, Dieu merci, on avait de bons résultats. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne devons même pas attendre que l'État corse. Il ne faudrait pas qu'on fasse l'objet, effectivement, de poursuites au niveau même de la police. Respectons nos hommes de loi, respectons nos gendarmes, respectons nos policiers. Soyons effectivement conscients de ce qui nous menace. Ce qui nous menace, c'est que ce Covid a vraiment fait perdre combien de vies au Sénégal? Beaucoup de vies. Et je crois que l'économie également en a souffert. Et pour éviter cela, effectivement, il est important au niveau des écoles. Les communes avaient bien joué le rôle. Je félicite les maires parce qu'ils mettaient à la disposition, effectivement, des établissements scolaires, le gel qu'il faut, les masques, avec tout ce qu'il y avait comme accompagnement. D'accord. Et je crois aujourd'hui, plus que jamais, ces communes doivent être également auprès de l'État. Et chacun joue son rôle. Ça nous permettra effectivement de protéger et nos jeunes, et nos femmes, et nos populations. Et que le Covid, certainement, on va le débouter pour toujours. D'accord. Vigilance donc pour faire face au Covid-19. Merci beaucoup en tout cas, honorable, d'être venu à cette émission. Aliou Dia, président des Forces Paysannes, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dimanche prochain.